Sortie de bocal est un podcast qui s'adresse à celles et ceux qui veulent entrer debout dans la houle des vivants, selon les mots de la poétesse André Chédid. Rêver en action, accueillir nos fertiles transformations intérieures, nos hivers comme nos étés, oser de nouveaux chemins, grâce à des interviews, des bulles d'inspiration et des outils concrets. Ensemble, incarnons nos utopies avec confiance. Créons le monde à nos couleurs, en toute bonne humeur et paix intérieure. Je suis Emeline Génaud, fondatrice du Sommet de l'éducation, du Festival de la créativité et de l'approche créative chamane. Et je reçois aujourd'hui Elisabeth Maille. Elisabeth était artiste peintre dans une première vie et transmet aujourd'hui les enseignements des chamans Kéros pour soutenir les nomades spirituels à vivre une vie plus légère et plus alignée. Dans cet épisode, nous parlons donc du concept de destinée chez ces Indiens Kéros, mais aussi de qui sont ces chamans andins et de leur manière très moderne de transmettre ces enseignements universels. Bonjour Elisabeth, bienvenue. On avait envie de parler avec toi aujourd'hui de la notion de destinée chez les chamans Kéros. Je me demandais si tu pouvais d'abord nous rappeler qui sont ces Indiens Kéros finalement, pour les personnes qui ne seraient pas familières de ce peuple. Donc les chamans Kéros, c'est une tribu qui vit donc au Pérou, dans les montagnes andéennes, qui ont des pratiques avec la lecture de la terre et du ciel, qui leur permettent de gérer leur quotidien et d'appréhender le quotidien de façon spirituelle, de lire la vie, de lire leur vie, leur guérison à travers la nature. Donc ils ont beaucoup de pratiques créatives, de soins, de philosophie aussi, d'enseignement, assez pragmatiques. Ça leur sert. Le but, c'est que ça serve leur quotidien. Donc la façon de lire le ciel ou de lire les plantes leur permettent de se positionner et d'avoir une vie plus sereine, à titre individuel et de communauté également. Après, c'est un peuple qui a été donc colonisé par les Espagnols et martyrisés. Ils n'avaient plus le droit de pratiquer. Enfin, c'était une chasse aux kéros, on pourrait dire. Et donc, ils ont dû se cacher dans les montagnes à tel point qu'ils pensaient que la tribu avait disparu. Et ils sont redescendus, c'est un peu la légende si tu veux, ils sont redescendus de la montagne lors d'une cérémonie des Pléiades, puisqu'ils ont des cérémonies dans l'année autour de temples qui ont été construits pour ça. Et ils sont redescendus pour de nouveau permettre à la communauté et plus largement à travers le monde de connaître et de découvrir ces enseignements, sachant que donc ça correspond en fait à la prophétie des Andes. Donc c'est eux qui ont initié les accords toltèques. Enfin, ils sont aujourd'hui très contemporains en fait. C'est ça qui est assez magique dans leur façon de communiquer, d'être moderne et accessible. C'est le but de leur mission en fait, de devenir accessible avec l'Occident et tous ceux qui à l'origine sont les colonisateurs, nous. Et ça veut dire qu'on peut les rencontrer alors potentiellement, y compris en dehors du Pérou? Oui, ils voyagent. Par exemple, avec Alberto Villoldo, ils font souvent des voyages, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Je connais pas toutes leurs destinations, mais donc et il y en a, je sais qu'il y en a qui vont à Dubaï faire des cérémonies, en France aussi. Enfin, si on se renseigne, on peut les rencontrer facilement. Et ils sont très accessibles sur les réseaux sociaux. On peut rentrer, suivre des cérémonies en virtuel avec eux. C'est incroyablement puissant, touchant de se dire ils sont de l'autre côté, dans des costumes, tu vois, un peu folkloriques ou quoi. Nous, on est dans notre réalité d'occidentale, voilà. Et en fait, il y a un véritable échange, quoi. Ça, je trouve ça assez magique, ouais. Ok. Mais du coup, je sais pas si je garderai cette question. Mais du coup, dans quelle mesure est-ce que nous, on est légitime, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on apporte à transmettre leurs enseignements qu'ils puissent pas transmettre eux-mêmes? Alors, si tu veux, comme le dit le mot, c'est une transmission. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un ou qui appartient à une culture, mais ce sont des enseignements, surtout dans notre époque de mondialisation, qui appartiennent à l'humanité. Et donc, c'est important, justement, c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse cette différence entre la chose appartient dans l'espace à quelqu'un, donc on est le maître de l'espace, on est le maître géographique et on revendique un espace et une culture.
Eux, c'est tout le contraire, ils revendiquent la maîtrise du temps. Donc, le temps, c'est du passé au futur et changer le futur, justement, en intégrant différemment le passé. Du coup, le discours qu'ils ont, c'est plus on sera nombreux à divulguer ces transmissions et ces enseignements, plus le shift, tu vois, la transformation générale des cultures et du système et de l'humain aujourd'hui va se transformer. C'est vraiment ça l'idée. Donc, on fait le relais, ils le disent. Vous intégrez pas pour le garder pour vous, mais pour le transmettre, qu'il y ait une résonance réellement sur votre famille, votre communauté, et que ça puisse transformer le monde en règle générale. Mais c'est un vrai job, c'est-à-dire que c'est profondément ancré pour nous d'avoir des résistances. Et eux, ils ont une richesse, enfin comme tu as vu, tu vois, c'est infini. Donc c'est pas quelque chose que tu apprends, voilà, si simplement aujourd'hui, même si on aimerait que ce soit à l'école demain, que ça fasse partie de notre quotidien. Et c'est pas du tout religieux ni rien, hein, c'est une philosophie de vie avec son humanité, rien de plus. Bah, c'est le minimum, c'est qu'on puisse l'apprendre à l'école. Mais aujourd'hui, il y a tout à refaire, en fait, en quelque sorte. Et à intégrer avec ce que nous aussi, c'est ça qui est intéressant, ce que nous aussi, on a développé. Par exemple, ce que j'adore dans cette approche, c'est que nous sommes les vecteurs, par exemple, d'avoir créé les ordinateurs, alors qu'eux, ils sont dans les montagnes, tu vois. Et en fait, c'est grâce à ces outils-là qu'on peut avoir accès à leurs enseignements et le répandre, en fait. Donc, il y a vraiment un mariage à faire entre ces deux approches de la réalité. Et du coup, ça me faisait penser, c'est comme si, enfin, bon, c'est un peu évident, mais c'est comme si chaque communauté était, tu sais, un peu comme chaque peuple, en tout cas, était comme dans une communauté. Chacun a finalement son rôle. Il y a le cordonnier, il y a le marchand, il y a le chasseur, etc. Et Exactement. là, ouais. Donc du coup, c'est beau parce que ça nous ramène dans cette notion de communauté planétaire, ou Mm. peut-être plus vaste que ça, mais bon. Tu parlais des cérémonies qu'on pouvait suivre à distance et puis qu'il y avait comme un décalage entre voilà leur folklore, enfin leur manière de s'habiller, etc., qui est propre à leur tradition et puis les nôtres finalement, nos traditions vestimentaires, etc. Et justement, c'est ça qui peut-être peut faire peur, c'est qu'on se dit bah non, moi ça me parle pas trop, je me sens pas appelée par ces rites, etc. Et finalement, ce que tu rappelles, c'est que c'est une manière d'être humain qui est tout à fait universelle et que justement, c'est intéressant de se l'approprier et de voir comment ça peut enrichir notre quotidien, et quoi d'autre, notre relation à Exactement. l'univers, au plus Mm. vaste, à la Terre aussi. Oui, tout à fait. Et ça, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose, c'est que quand ils nous livrent ces enseignements, d'abord, c'est un engagement personnel. C'est pas juste, tiens, je vais faire un voyage touristique et puis je vais découvrir, je vais regarder en spectatrice ce qui se passe. Non, c'est vraiment, c'est à partir du moment où tu veux plonger dans la roue de la médecine, t'es pas spectatrice. Donc tu t'investis personnellement. Et dans cet investissement, par contre, tu as le libre arbitre. Et c'est important parce que finalement, on n'apprend pas quelque chose, on apprend à être avec soi-même, donc à se retrouver. Et l'idée, ça va pas être de s'habiller comme eux et de faire du copier-coller, pas du tout. Et ils y tiennent pas du tout d'ailleurs. On n'a aucune envie, nous, dans notre culture, quoi, dans mon quotidien, de m'habiller avec des habits de chaman du Pérou, voilà. Et d'ailleurs, rien que le mot, j'ai même pas envie de le porter parce que il veut pas dire la même chose. Enfin, il est trop cristallisé dans des projections qui correspondent pas. Mais si tu veux, en assistant à des cérémonies ou suivant des soins ou des pratiques, tu choisis, c'est tellement riche que voilà, à tout moment, tu choisis ce qui te parle ou ce qui te parle pas, comme dans tout dans la vie. C'est le libre arbitre de pouvoir choisir son évolution. Alors, puisqu'on parle d'évolution, justement, on était parti de la thématique de la destinée. Et je voulais savoir ce que toi, tu mettais derrière justement ce terme destinée qui pourrait avoir une connotation quelque part de prédestination, de fatalité ou de quelque chose de déjà écrit et justement qui vient un peu rentrer en collision avec notre notion de libre arbitre qui est très précieuse pour les Occidentaux. Oui, alors dans Destinée, on parle du fait que notre âme a une mission, qui a décidé à un moment de s'incarner sur Terre
et d'y réaliser quelque chose. Et c'est pas quelque chose de cérébral, on s'est pas dit je veux faire quelque chose, j'ai une mission dans ma vie, je veux être tel ou tel, mais c'est une énergie de vie qui a un rôle particulier, qui donc est censé être aligné à cette mission de vie qui a été, alors on pourrait dire prédestinée, mais c'est un choix qui a été fait par nous-mêmes, par notre énergie de vie unique. Et donc c'est ça, si tu veux, la prédestination, c'est que notre âme divine qui s'incarne sur Terre est venue pour une mission à révéler. Mais c'est comme si le fait de ton corps lui-même révèle une réalité. Donc chaque personne va avoir la façon de révéler sa réalité et sa mission. C'est plus dans une énergie, une dynamique d'être que dans une dynamique de faire. On n'est pas venu pour faire des choses, on est venu pour être et révéler notre être et notre énergie de vie. Et donc, comment faire pour se relier à cette destinée? C'est en étant dans la conscience que tout ce que l'on fait dans le quotidien est le résultat d'une certaine fatalité, de conditionnement, de l'arbre généalogique, de vieilles histoires, de blessures et tout ça qui sont engrammées dans le corps. Et ça, du coup, c'est une fatalité. Mais à tout moment, on peut justement reprendre le pouvoir dessus en étant connecté à cette destinée qui englobe le passé et le futur en même temps et qui, du coup, modifie la trajectoire de ce que, au départ, on pensait être comme une espèce de fatalité parce que je suis née à cet endroit, dans cette famille, donc je suis forcément, je vais faire ci et je vais faire ça. Et on devient des petits Playmobil de notre vie, et de la vie du système, finalement. Mais le fait de se connecter à la destinée, c'est justement de se reconnecter à cette âme qui s'incarne, à cette énergie de vie qui est dans notre corps, qui est emmagasinée et qu'on va rassembler de plus en plus, concentrer de plus en plus pour se révéler à être de la façon la plus alignée. Et du coup, par l'être, on fait ce qui doit être fait au fur et à mesure. Et c'est pas le contraire. On ne doit pas faire pour être. Et si je te comprends bien, on peut avoir mille manières de faire des choses depuis cette destinée finalement. On pourrait tout aussi bien être astronaute ou cordonnier ou agriculteur et avoir une vie de famille ou pas de vie de famille ou peu importe, et pour autant révéler la même destinée parce que finalement on serait dans la même dynamique intérieure. En fait, ça va être une alchimie entre ton énergie d'être que tu ressens, hein, ce n'est que du ressenti finalement, des élans, tu vois, des choses qui te dépassent. Tu te dis, moi, c'est comme si tu disais, moi, je suis comme ça parce que voilà, j'ai le feu, j'ai besoin de tout le temps bouger, il faut que les choses se renouvellent. Tu vois, c'est même pas un choix que tu as. Tu sens que c'est une énergie de vie. Et les événements, par contre, extérieurs, qui sont relatifs à ta société, à ta culture et tout ça, ça va être cette alchimie qui va t'amener à, voilà, tu vas te manifester dans l'astronomie ou la charcuterie. Tout va être possible dans la mesure où tu vas canaliser cette énergie en toi et avec ce que te proposera ta vie, du coup. Oui, ça me parle ce que tu dis de saisir ou non ce que propose la vie, enfin d'aller avec le courant de la vie, ça me parle beaucoup. J'ai même un exemple, si tu veux, c'est le mien. Je me disais, alors, je suis pas née au bon endroit parce que je m'y sens pas bien. Voilà, je suis parisienne, Paris 16e et compagnie, éducation rigide dans des écoles catho, tout. Et pour moi, ça n'a rien que d'en parler, je me dis encore, oh là là, comment c'est étriqué, c'est pas possible, ça ne me correspond pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Je suis sortie de Paris vers mes 25 ans. D'ailleurs, j'y suis jamais revenue. Mais avec cette idée de ça, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Donc, j'ai pris le lead de me dire, je veux maîtriser ma destinée en quelque sorte. Et donc, j'ai fait des expériences vraiment qui étaient exactement comme je le souhaitais, tout ça. Entre parenthèses, j'étais pas plus heureuse. Déjà, premier indice, mais ça, je m'en rendais pas compte. Et puis, la vie m'a parachuté à Monaco. Donc, si tu veux, pour moi, ça a été la punition de toute ma vie. Je me suis dit, c'est pire que Paris 16e, je vais jamais m'en sortir.
c'est la punition. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, j'étais dans la victime. Enfin, j'ai pleuré pendant 4 ans, si tu veux, voilà. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, euh, ma mission, c'est justement dans cet univers-là, comment je vais me positionner et faire émerger ma véritable énergie de vie profonde, tu vois, qui me correspond. Et donc, c'est là où, en fait, les choses ont commencé à se mettre en place. C'est de me dire, mais je suis déjà à ma place, je l'ai toujours été, et c'est dans cette place-là que se réalise ma mission. Ça me parle énormément. L'environnement compte, mais c'est pas l'environnement qui va décider de ce que tu vas ressentir, de ce que tu vas penser et de comment tu vas agir et interagir avec où tu es. Moi aussi, hein, enfin, je vois bien que au fur et à mesure de mes différentes expatriations, j'ai fini par comprendre que peu importe où j'étais, ce qui était important, c'est la manière dont je pouvais en fait voir les cadeaux de chaque endroit où je pouvais être. Effectivement, il y aurait probablement jamais un endroit parfait entre guillemets. Il y aurait toujours des choses où je me dirais bah ça pourrait être autrement, ça pourrait être mieux, etc. Mais qu'en même temps, à chaque fois, c'était comme des nouvelles facettes de la vie que j'avais envie d'expérimenter et que j'avais cette chance justement en allant dans des endroits extrêmement différents de pouvoir expérimenter des facettes différentes de la vie et donc de ma vie quoi parce que je me retrouvais à m'adapter et à révéler différentes faces de moi, expérimenter des choses que j'avais envie d'expérimenter mais il me fallait le recul de célébrer ce qui avait été voilà pour vraiment me rendre compte des cadeaux que j'avais eus à chaque endroit et quand j'étais plus jeune, quand j'étais dedans, j'avais plus tendance à réfléchir à la suite, à me projeter, à dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et où est-ce que je pourrais aller, qui était stimulant, mais en même temps, parfois, qui pouvait maintenir aussi dans la frustration par moments. Ça peut être un sujet en soi, le fait de penser que l'environnement pourrait être une condition à son bonheur. Mais pour parler aussi à des personnes qui en seraient à ce stade-là, de se dire, oui, alors moi je suis pas dans le boulot qui fait que je puisse être épanouie et tout ça, parce que j'en accompagne beaucoup des personnes comme ça. Et il y en a qui me disent, oui, alors moi je fais vraiment pas le boulot de mes rêves, c'est juste alimentaire ou quoi. Il y a un moment, surtout quand tu commences à avoir un certain âge, j'invite à se poser cette question. Est-ce que justement, tu n'es pas exactement dans le boulot que tu es censé faire, même si tu crois qu'il ne te plaît pas, et que c'est dans ce boulot où tu es censé, ta mission, c'est de trouver ta paix et de trouver comment tu peux émerger de ça, qui es-tu réellement, et comment tu vas en faire une force. Et ça, je trouve que c'est une question qui est importante à se poser. De mon expérience, au moment où on va justement plonger dans la réalité de ce qui est et se dire, OK, j'embrasse à 100% ce qui est, c'est là que tout d'un coup, ça va changer et on va se dire, ah ben mince alors, j'étais d'accord. Ça m'arrivait souvent, mais ça m'est encore arrivé là quand aux États-Unis, je m'étais dit, bon, OK, très bien, on reste un an de plus et je voyais tous les avantages à rester et là, clac, on est parti du jour au lendemain et j'étais tout à fait OK parce que c'est ce que je voulais au fond. C'est vraiment le terme d'embrasser, ça me parle énormément parce que tu vois, tu as l'impression que tu prends dans tes bras la situation, tu te prends dans les bras en même temps et tu fais corps avec avec ta vie et du coup, tu peux complètement l'habiter parce que sinon, tu restes toujours quelque part un peu en retrait. En dualité, et du coup, tout est bloqué. Oui, tout à fait. Souvent, on se dit, oui, dans l'avenir, je voudrais faire ça, mais tu as l'impression que l'avenir, c'est un autre monde. La destinée des Kéros, tu sens que c'est un immense élan qui te porte de tes tripes. Hein. Ça vient du corps, vraiment, c'est cellulaire, et qui transperce toutes les densités du passé et qui t'ouvre un champ de possibles devant toi, très vivant, très organique même, tu le sens, tu vois, mais tu pourrais pas le définir, évidemment, c'est pas quelque chose qui est clairement posé dans la matière, mais c'est déjà dans ton corps, en fait. C'est comme si tout ton corps s'allumait et du coup, tu peux voir toutes les opportunités qui se présentent à toi, toutes les façons de comprendre la réalité et ta propre réalité, et de comprendre et d'interpréter ton passé aussi de façon différente. Évidemment, tu as encore des zones qui sont bien conditionnées, bien bloquées, mais c'est pas piégeant, c'est pas une prison. Dans cette nouvelle dynamique où j'ai un blocage et je fais avec, en fait, je roule ma vie avec, et il va se diffuser, se dissoudre au fur et à mesure. Mais ça, c'est parce que donc on est sur la destinée pour le coup. On est vraiment orienté dans une perspective à être encore une fois et non pas à faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des actions, au contraire. Ça veut dire que tous les jours, on s'engage avec soi-même à se poser des défis,
Tu vas avec tes stress, tes frustrations, tes sueurs froides, mais tu le fais parce que tu es porté justement par une dynamique qui est ultra puissante. Ne serait-ce que d'appeler les 80, enfin d'appeler les directions de la roue de médecine, ouvrir son espace sacré, mais même de manière très simple. Je trouve que ça soutient énormément justement dans les moments où on peut avoir un peu le trac, des choses toutes simples finalement. Ça demande pas énormément d'efforts, ou peut-être au début pour comprendre, pour se mettre dedans. Mais après, c'est finalement des réflexes tout simples qui prennent peu de temps et qui donnent beaucoup de confiance. Les enseignements et les pratiques Eros, c'est d'une simplicité déroutante euh, qui amène à beaucoup d'élégance dans la façon de voir les choses et de les placer dans la réalité. Et c'est accessible à tout le monde. Enfin, il y a vraiment, ça demande pas de temps, ça demande pas d'outils particuliers. C'est juste, pour le coup, c'est faire des choses dans la matière. Et ça, c'est assez extraordinaire. Effectivement, l'ouverture de la Viracocha, l'appel des quatre vents, et encore ça c'est assez élaboré. Tu vois, si t'es pas habitué à appeler les quatre vents et à t'imprégner les quatre archétypes, tu peux dire, bah, attends, c'est déjà beaucoup trop chamanique pour moi, tu vois. On peut entendre ça. Mais on peut revenir, par exemple, à la respiration. Bon, il y a plein de techniques de respiration, on le sait. C'est un outil ultra puissant, mais c'est pas juste un outil, en fait. C'est notre condition de vie. On rentre dans notre corps par le souffle et on en repart avec le dernier souffle. Donc, se relier à sa respiration, c'est la base, mais plus on pratique, plus on se remplit de soi. Alors après, l'idée aussi des chakras finalement. Donc il y a des zones dans le corps, et ce 8e chakra dont tu parlais de la Viracocha, c'est quand on atterrit, on passe par le 8e chakra qui est juste au-dessus de la tête, donc toute l'énergie est condensée, puis va rentrer et s'ouvrir comme un accordéon dans le corps jusqu'au chakra racine, jusqu'en bas. Mais après, quand on repart, tous ces chakras remontent et vont se concentrer dans le 8e chakra au moment du dernier souffle, et ensuite on peut partir, tu vois. Donc quand on s'investit justement, tu vois, dans la destinée de ce chakra qui peut être symbolisé par une boule énergétique, par un espace sacré qu'on déploie et qu'ensuite on peut refermer, enfin qu'on fait ces allers-retours avec soi, eh bien là on nettoie déjà radicalement énormément de choses, rien que par la pratique en fait. Et on n'a pas besoin de tout le temps savoir exactement ce qu'on va nettoyer. Aussi, c'est cette habitude d'aller voir le thérapeute pour un problème précis. On n'a pas besoin d'avoir un problème, en fait, pour pratiquer la route de la médecine et l'énergie. De toute façon, on a tous des problèmes, hein, qu'on le veuille ou pas, mais il n'y a pas besoin de drama, en fait. Naturellement, des personnes à très grande responsabilité ont besoin de régulièrement avoir ces sas de rassemblement, de concentration, de pratique, de rituels. C'est complètement commun chez eux. Donc pourquoi ça ne le serait pas pour les petites gens que nous sommes? Oui, c'est une hygiène intérieure de tous les jours. Du coup, si on sortait du terme chaman dans le sens folklorique, etc., qu'est-ce que ça deviendrait une chamane? Enfin, par exemple, est-ce que c'est une femme médecine, femme ou un homme médecine d'ailleurs, au service de sa communauté, tout simplement? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des compétences spécifiques? Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi être une chamane en Occident ici? Bah, c'est une bonne question parce que je continue toujours à jouer avec les mots, voilà, à être une fois nomade spirituel, une autre fois chamane, une autre fois femme médecine. Dans notre société, c'est pas encore clair. Il y a tellement de tabous, de résistance. Surtout en France, c'est pas encore là. Tu vois, aux États-Unis ou au Canada ou dans les pays du Nord, c'est beaucoup plus fluide. Mais chez nous, les Français, c'est encore très rigide, hein. Waouh, ça fait mal. Il y en a qui te parlent de secte. Enfin, tu vois, ça va très loin. Donc, gourou, tout ça. Et pour moi, là, actuellement, je reviens à mon premier terme de hyperconscience. Je trouve que celui-ci, il a quelque chose qui fait pas trop perché, tu vois, parce que vraiment, encore une fois, la roue de la médecine, le but, c'est d'être dans le concret, de passer à l'action, de gérer ses enfants, de gérer son quotidien, de gérer ses factures, enfin, c'est tout ça. Et donc, chaman, bah non, en français, ça, on voit pas le rapport, là, pour le coup. Donc, par contre, hyperconscience, on sent
qu'il y a une certaine clairvoyance à vouloir être dynamique dans son quotidien. Donc, je trouve que ce terme est adapté. On peut se sentir plus en sécurité, on peut accueillir plus d'approche avec le mot hyperconscience. C'est un art de vivre, c'est vraiment ça, c'est un art de vivre, donc c'est plus à être que de se nommer. Merci beaucoup Elisabeth pour ce premier éclairage sur la sagesse des Kéros. Un immense merci Emeline pour ce partage, c'est toujours un plaisir d'avoir ces conversations et ces échanges avec toi, c'est merveilleux, je te remercie du fond du cœur.